Bonjour à tous. Donc nous en avons fini avec les milieux diélectriques en régime statique. Nous verrons au prochain chapitre comment ils se comportent en régime dynamique. Et en attendant, nous allons nous attarder sur les propriétés à présent des milieux magnétiques. Donc nous allons démarrer comme précédemment sur leur étude thermodynamique et macroscopique. Alors tout d'abord, rappelons qu'un milieu magnétique est décrit à l'échelle macroscopique à l'aide d'un vecteur aimantation grand M qui décrit la densité de moments dipolaires magnétiques, à laquelle on associe une excitation magnétique H qui est définie par B sur mu0 moins M, et les vecteurs H et B sont solutions en régime statique des équations de Maxwell généralisées, divergence de B égale à 0, donc celle-ci est inchangée, et rotationnelle de H égale J libre, H incluant à la fois les courants des charges libres et les courants des charges liées, donc qui sont incluses dans M. Alors si on s'intéresse au problème le plus simple de magnétostatique que l'on puisse considérer, c'est-à-dire celui du solénoïde, vous aviez vu dans les classes précédentes que si on considère un solénoïde infini qui contient n spires par mètre, donc ici le solénoïde qui est représenté par ce cylindre, et donc il y a un courant I qui le parcourt, et bien pour des raisons de symétrie, le champ magnétique est nécessairement parallèle à l'axe du solénoïde. Et si ensuite on applique le théorème d'Ampère à un contour comme ceci, qui va enjamber le solénoïde, ce que l'on montre sans difficulté, c'est que B est égal à mu0 ni, et comme on est à l'intérieur, il y a du vide dans le solénoïde, eh bien on a B qui est égal à mu0 fois H, donc H égale B sur mu0, et donc H est égal à ni. Donc maintenant, considérons la solution un petit peu plus compliquée dans laquelle on introduit un milieu à l'intérieur du solénoïde. Alors on va supposer que ce milieu est isotrope, auquel cas les règles de symétrie sont les mêmes que pour l'intérieur vide, et donc le vecteur H et le vecteur B sont tous les deux parallèles à l'axe du solénoïde. Ce qui va généraliser le théorème d'Ampère, eh bien, c'est l'équation rotationnelle de H égale J. Donc finalement, le théorème d'Ampère va aussi s'appliquer au vecteur H. Et donc, on peut, si l'on applique le théorème d'Ampère à un contour comme ceci, qui va là aussi enjamber le solénoïde, eh bien, on va obtenir que H est égal à Ni, exactement comme précédemment. Et donc cette équation-là est indépendante du milieu, c'est exactement comme lorsque nous avions considéré le cas du condensateur. Ce que nous avions montré, c'est que la valeur du vecteur déplacement D était indépendante du milieu, et là c'est pareil pour le vecteur H. Maintenant, si vous voulez obtenir l'équation, la valeur de B, eh bien celle-ci va être fixée par la thermodynamique grâce à l'équation constitutive H de B qui va décrire comment le milieu va répondre à une excitation extérieure. Alors cette équation constitutive, c'est une équation d'état que l'on peut résumer à partir d'une équation d'état microcanonique qui va relier l'énergie interne à l'entropie, le volume et le champ magnétique, que l'on écrit de façon générale, de la façon suivante, du égale TdS moins pi dV plus H dB, intégré sur tout l'espace. Et donc dans cette équation-ci, H apparaît comme la dérivée fonctionnelle de l'énergie interne par rapport au champ magnétique, à S et V fixés. Alors pour aller un peu plus loin, on va s'intéresser aux échanges d'énergie entre le générateur qui fournit le courant et le solénoïde et le milieu. Alors on va supposer que le générateur qui est ici va réaliser essentiellement une source de courant constante qui est thermostatée, donc c'est aussi un générateur, un réservoir d'énergie qui va jouer le rôle de thermostat, qui va fixer une température T0 constante. Alors si on écrit les échanges d'énergie du générateur avec le solénoïde, eh bien il y a une composante thermique, puisqu'il joue le rôle de thermostat, la température T0, et il y a des échanges de travail électrique, delta W électrique. Alors on va, évidemment, delta Q va toujours être égal à T0 ds, mais maintenant ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le travail électrique. Alors pour calculer ce travail électrique, on va introduire une tension E, ici, qui va être la tension donc, aux bornes du générateur, et le travail électrique, durant un temps delta t, va être égal à moins E fois I0 fois delta t. Donc EI0, c'est la puissance fournie par le générateur, et le signe moins provient du fait que lorsque E et I0 sont positifs, eh bien, en convention générateur, le générateur va fournir
de la puissance au solénoïde, et donc son énergie va être, le travail va être négatif. Alors la tension E va être donnée par la loi de Faraday, E égale dφ sur dt, si on suppose que le solénoïde n'est pas résistif, c'est-à-dire que il n'y a pas de déperdition d'énergie sous forme de chaleur par effet Joule à l'intérieur du solénoïde. Et donc, si on introduit cette relation-là dans le travail, eh bien on voit que le travail va s'écrire comme moins I0 fois delta phi, la variation de flux durant le temps delta t. Alors ce flux phi, c'est le flux à l'intérieur du solénoïde, donc ça va être égal à le nombre de spires du solénoïde fois la surface d'une spire fois le champ magnétique. Comme le nombre de spires et la surface du solénoïde sont constantes, eh bien la variation de flux delta phi va être égale à ns delta b, et donc le travail va être égal à moins n I0s fois delta b. Alors si on multiplie par L et qu'on divise par L, de façon à faire apparaître ici le nombre de spires par mètre, eh bien on voit qu'ici on a S fois L qui est égal au volume, le volume intérieur du solénoïde. Donc le travail électrique est à ce moment-là égal à moins n I0 fois delta B fois le volume. Alors dans NI0, eh bien, on va reconnaître la valeur de H0, l'excitation magnétique imposée par le courant qui circule dans le solénoïde, et donc ceci va être simplement égal à moins l'intégrale sur tout le volume du solénoïde de H0 fois delta B. Donc pour résumer, le travail, la variation d'énergie du générateur va s'écrire comme 1T0 delta S ds, qui est le champ d'énergie, plus le travail électrique, qui a cette expression-ci, donc moins l'intégrale sur tout l'espace de H0 dB sur tout l'espace des 3R'. Alors maintenant, nous allons écrire le premier et le second principe de la thermodynamique pour le générateur et le solénoïde. Donc on a que du plus dug égale à 0. Du, c'est l'énergie interne du solénoïde et du milieu. Dug, donc c'est l'énergie interne du générateur et du thermostat. Et le second principe nous dit que ds plus dsg est positif, puisqu'on suppose que le générateur et le solénoïde plus son milieu constituent un système qui est isolé, donc l'entropie totale du système va être croissante. Donc si on écrit le second principe et que l'on remplace dsg par du sur t plus ce terme-là, le second principe va s'écrire comme ds plus dug divisé par la température T0 du thermostat plus 1 sur T0 fois l'intégrale de H0 dB de R' d3R' va être positif. Ceci, on se souvient que ça va être égal à moins du, et donc si on multiplie par moins 1 et que l'on multiplie par T0, eh bien on voit que du moins T0 ds moins l'intégrale de H0 dB de R' d3R' est une fonction qui est négative. Et donc, pour résumer, ce que l'on voit, c'est que si on introduit le potentiel de Gibbs G étoile, qui est égal à U moins T0S moins H0 de R B de R, eh bien ceci est un potentiel thermodynamique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Essentiellement, c'est que le système a comme degré de liberté B de R. Donc on fixe H0 grâce au courant qui est constant, le courant I0 qui est constant dans le solénoïde, va fixer H0, mais comme on l'a dit, le champ magnétique B va être obtenu grâce à la réponse du milieu à l'excitation extérieure. Donc on va faire varier le champ magnétique B, ceci va correspondre aux charges internes du milieu qui vont se déplacer pour répondre au champ H0 qu'on leur impose, et finalement la valeur de B qui va correspondre à l'état d'équilibre du système va correspondre à la valeur de B qui va minimiser ce potentiel thermodynamique G étoile. Alors si à présent on calcule donc la différentielle de G étoile pour obtenir le minimum, et bien donc dG étoile ça va être égal à moins T0 ds moins H0 de R dB de R, et puis plus du, et on sait d'après l'identité thermodynamique que du va être égal à T ds plus H dB. Alors je ne m'intéresse pas ici aux variations de volume,
on s'intéresse simplement aux échanges de chaleur et de travail électrique, et pas aux échanges de travail mécanique avec l'extérieur. Donc c'est pour ça que je ne mets pas hein, le pi dV dans ce bilan. Alors, dit autrement, ce que l'on voit, c'est que la dérivée de G étoile par rapport à S, c'est T moins T0, et la dérivée de G étoile par rapport au champ magnétique, c'est H moins H0. Donc, à l'équilibre thermodynamique, eh bien, les dérivées premières de G étoile doivent s'annuler. Donc, ceci nous dit que T est égal à T0 et H est égal à H0. Alors, comment est-ce qu'on doit lire cette équation ? De nouveau, je reviens sur ce qu'on avait dit avant. H0 de R, c'est l'excitation magnétique qui est imposée par le solénoïde grâce aux équations de Maxwell. C'est-à-dire qu'on a dit on fait passer un courant I0 dans le solénoïde, et d'après les équations de Maxwell, on sait que nécessairement H0 doit être égal à N fois I à l'intérieur du solénoïde. Le H de R ici, c'est le H de R qui provient de la dérivée fonctionnelle de l'énergie libre par rapport au champ magnétique, et en réalité, ce H de R, il faut le comprendre comme étant H de B de R, donc l'équation d'état qui relie l'excitation magnétique au champ magnétique. Et donc finalement, cette équation-ci, c'est cette équation-ci qui va nous permettre de fixer le champ magnétique B à l'intérieur du milieu. Alors maintenant, si on veut assurer la stabilité thermodynamique du milieu, eh bien, il faut que le minimum qu'on a trouvé, enfin en tous les cas l'extrémum qu'on a trouvé à t égale t0 et h égale h0 soit aussi un minimum. Donc il faut que la dérivée seconde du potentiel thermodynamique par rapport à ces différentes variables soit positive. Donc en particulier, si on regarde les dérivées par rapport au champ magnétique, la dérivée seconde de G étoile par rapport au champ magnétique en R et en R' doit être positive. Donc ça, il faut comprendre, hein, comme d'habitude, comme une matrice, si on discrétise les positions R et R'. Donc on peut comprendre ça comme une matrice D de G étoile sur DBI, DBJ, où I et J représentent les positions où on va regarder on va mesurer le champ magnétique. Donc cette matrice-là doit être positive. Donc cette loi est indépendante du milieu que l'on va considérer, mais si on s'intéresse au cas particulier d'un milieu qui est linéaire, homogène et isotrope, à ce moment-là, la loi constitutive qui va relier H et B, eh bien, par analogie complète avec ce que l'on a avec les milieux diélectriques, va s'écrire comme H égale B de R divisé par mu0 mu R. Et la relation de stabilité à l'équilibre va nous imposer à mu de R d'être positif. Alors une petite remarque, c'est un petit peu différent de ce que nous avions vu sur les milieux diélectriques, où nous avions vu qu'il y avait une contrainte qui était plus forte, qui correspondrait ici à simplement avoir mu de R qui serait plus grand que 1. Alors, la différence entre les deux, on le verra lorsqu'on s'intéressera aux mécanismes microscopiques, mais elle provient essentiellement du fait que le Hamiltonien d'interaction entre une particule chargée et un potentiel électrostatique ou un champ électrique va être linéaire en champ électrique, alors que ce Hamiltonien va être non linéaire, va contenir des termes quadratiques en champ magnétique. Et c'est ce qui va être responsable de la différence entre ces deux comportements et le fait que l'on peut avoir des perméabilités magnétiques relatives qui soient plus petites que 1 dans des milieux magnétiques. Alors, si, exactement comme précédemment aussi, on peut définir une susceptibilité magnétique, M de R, qui va être telle que M est égal à qui fois H. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on aurait pu écrire intuitivement, on aurait envie de mettre qui fois B. Mais l'avantage, c'est que ici, la loi entre la susceptibilité magnétique et la perméabilité est très simple, puisqu'on a mu R égale 1 plus qui. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait pour des milieux diélectriques. Et donc on va essentiellement distinguer deux possibilités. Soit mu R est plus grand que 1, et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un milieu qui est paramagnétique. Donc si mu R est plus grand que 1, ça veut dire que qui est positif, et donc l'aimantation M est parallèle au champ H, l'aimantation est parallèle au champ excitateur. Et en revanche, lorsque mu R est plus petit que 1, on a ce qu'on appelle un milieu diamagnétique, où M est antiparallèle au champ H. Et donc un cas particulier important, c'est le diamagnétique parfait, pour lequel mu de R est égal à 0, donc c'est la valeur extrême de perméabilité relative que l'on puisse obtenir.
Dans ce cas-là, μr égale à 0, et bien ce que l'on voit, c'est qu'on a B qui est égal à 0, donc le champ magnétique est complètement écranté à l'intérieur du matériau, et on retrouve ça dans les supraconducteurs, et c'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. C'est une des caractéristiques des supraconducteurs, le fait d'être diamagnétique parfait. Alors ce qui va différencier les matériaux paramagnétiques et diamagnétiques, au-delà de l'orientation relative du champ magnétique et du champ de l'aimantation, qui n'est pas forcément très simple à voir visuellement, c'est leur réponse mécanique à un champ magnétique extérieur. Ce que nous allons montrer ici, c'est que les paramagnétiques vont être essentiellement attirés par les champs magnétiques intenses, alors que les diamagnétiques vont être repoussés par les champs magnétiques intenses. Donc pour ça, on va s'intéresser aux efforts qui vont s'exercer sur un matériau magnétique. Alors on va supposer qu'on a un matériau magnétique quelconque, caractérisé par une aimantation M de R, et on va lui imposer un champ magnétique extérieur qui est créé par une source de courant, J de R, de courant libre, pardon, exactement comme dans l'exemple de notre solénoïde. Alors si on s'intéresse aux efforts qui vont être exercés sur les courants libres, la densité de force va être égale à J vecteur LB de R, et donc on va intégrer sur tout l'espace pour avoir la force qui va s'exercer sur ces courants libres. Alors si on regarde la composante I du vecteur J vecteur LB, alors ce que l'on constate déjà, c'est que grâce aux équations de Maxwell, J vecteur LB va pouvoir s'écrire comme rotationnel de H vecteur LB. Et comme je disais, si on s'intéresse à la composante I de cet objet, ça va s'écrire comme rotationnel de H vecteur LB composante de I. Ça va s'écrire comme epsilon I JK, donc ça c'est le premier produit vectoriel, fois epsilon JLM des ronds L HM, ça c'est le rotationnel de H, fois BK. Donc ceci va s'écrire comme epsilon JKI, epsilon JLM, des ronds L, HM, BK. Alors vous savez qu'il y a une relation qui permet de calculer epsilon JKI, epsilon JLM, lorsqu'on va sommer sur les J. Ceci va être égal à delta KL, delta IM, moins delta KM, delta IL, fois des ronds L HM, BK. Donc lorsqu'on va effectuer les sommes, la première somme ici sur L, eh bien on va pouvoir remplacer L par K, donc on va avoir des ronds K, et le M va pouvoir être remplacé par I, HI, fois BK, moins, dans le suivant, on va pouvoir remplacer M par K, et M par I, L par I, pardon. Donc on va avoir un D rond I, H, K, BK. Alors je réécris cette force, donc la force volumique F indice I, donc c'est égal à des ronds K, HI, BK, moins des ronds I, HK, BK. Alors je vais transformer ça en une dérivée totale, en disant que ça c'est des ronds K, HI, BK, moins HI, des ronds K, BK, moins des ronds I, HK, BK, plus HK, des ronds I, BK. Alors ici on reconnaît la divergence de B qui est égale à 0. Donc ici on a des ronds K, HI, BK, moins des ronds I, eh bien on a simplement H scalaire B, ici. Et puis on va réécrire H à l'aide de B et de M. Donc ceci va être égal à BK moins BK sur mu0 moins MK fois des ronds I BK. Donc ça va s'écrire donc comme des ronds K HI BK moins
des ronds K H scalaire B delta IK. Donc simplement quand je vais faire la somme sur K, eh bien ça sélectionne K égale I, donc c'est pour ça que je peux remplacer ce I par ceci. Le terme en BK mu 0, eh bien c'est une dérivée totale, c'est BI de B carré divisé par 2 mu 0, moins MK des ronds I BK. Et donc au total, ce que l'on a, c'est qu'on a des ronds K de HI BK moins delta IK H scalaire B plus B carré sur 2 mu 0 fois delta IK moins MK des ronds I BK. Alors ceci est une divergence en fait, c'est l'intégrale d'une dérivée première, et donc lorsqu'on va faire l'intégrale sur tout l'espace de FI, eh bien ce terme-ci va tout simplement disparaître, et donc ne va subsister que ce terme-là. Et donc en définitive, la force totale qui va s'exercer sur les charges libres va être égale à moins l'intégrale sur tout l'espace de mk de R, des ronds I, bk de R. Et donc comme ceci va dépendre uniquement finalement de l'aimantation à l'intérieur du milieu qui nous intéresse, eh bien ceci va nous redonner simplement la force qui va s'exercer sur le milieu d'après le théorème des actions réciproques. Donc on a une force qui est égale à m fois la dérivée par rapport à la position de B. Donc si l'on s'intéresse à un milieu linéaire homogène et isotrope, à ce moment-là on va voir que m, on a dit que c'est égal à qui fois h, et h c'est b sur mu 0 mu r, donc on a finalement que ceci va s'écrire comme moins qui sur mu 0 mu r fois l'intégrale sur d3r de bk des ronds I bk. Donc ceci c'est une dérivée totale, c'est la dérivée de bk sur 2, et donc on connaît ici le module au carré de b. Et donc comme cette force-là, c'est l'opposé comme cette force qu'on calcule ici, c'est l'opposé de la force qui va s'exercer sur le milieu, d'après le terme de nouveau des actions réciproques, et bien ce que l'on voit, c'est que la force qui s'exerce sur le milieu, à ce moment-là, va être qui sur 2 mu 0 mu r fois l'intégrale du gradient de b carré sur d3r. Donc dans l'intersentence, ça peut s'interpréter en disant qu'il va s'exercer une énergie potentielle qui va être comme moins qui sur 2 mu 0 mu r fois b carré. Donc ça c'est l'énergie potentielle effective qui s'exercerait sur le milieu. Donc ça permet, on voit que le signe de cette énergie potentielle va dépendre simplement du signe de qui, et donc on a deux possibilités. Quand on a qui positif, on a une substance qui est paramagnétique, et à ce moment-là, on voit que l'énergie va être minimisée lorsque B va être grand. Donc ces substances paramagnétiques vont être attirées par les champs intenses. Et ici, vous en avez un exemple avec le cas du dioxygène, qui est une substance qui est paramagnétique. Ici, du dioxygène liquide que l'on fait passer dans l'entrefer d'un aimant intense, et on voit qu'il se forme un pont de dioxygène liquide entre les deux pôles de l'aimant. Au contraire, si vous avez une substance diamagnétique, eh bien celles-ci vont être repoussées par des champs intenses. Donc on a dit que le diamagnétique le plus puissant possible, c'est un supraconducteur pour lequel qui est égal à moins 1. Et donc ici, on a l'exemple de la lévitation d'un supraconducteur au-dessus d'un aimant, donc, puisque le supraconducteur va être repoussé par l'aimant. Alors, comme dernier exemple d'application des propriétés macroscopiques et thermodynamiques des milieux magnétiques, je voudrais vous parler un petit peu des aimantations addiabatiques que vous avez peut-être rencontrées dans le cours de physique statistique. Alors si on s'intéresse à un milieu quelconque, on peut écrire, donc de nouveau on oublie les variations de volume, si on s'intéresse simplement aux échanges de travail thermique et électrique, on va pouvoir écrire que un échange de chaleur générique, delta Q, lors d'une transformation, va s'écrire comme une forme différentielle qui va dépendre de dt, avec un coefficient CH qui est la capacité calorifique à excitation fixée, plus lambda dH qui correspond à la chaleur qui va être produite par la variation d'excitation magnétique lorsqu'on va par exemple changer le courant qui va créer le champ magnétique dans lequel est immergé le solide qui nous intéresse. Donc le préfacteur ici va être lambda, va être noté lambda.
Alors, ce que l'on sait, c'est que S, l'entropie, qui est égale à delta Q sur T, puis G est égal à U moins BH, qui est une fonction de Gibbs ou une enthalpie libre généralisée, sont des variables d'état. Donc ceci signifie en particulier que ds égale delta Q sur T, puis dg sont des différentiels exacts. Alors ds, on a vu que c'est delta Q sur T, donc c'est ch sur T dt, plus 1 sur T fois l'intégrale de lambda de R fois dh de R, d3R, donc ça, et puis dg, eh bien ça va être égal à du, du c'est tds, donc c'est delta Q, donc c'est égal à ch dt, plus l'intégrale de lambda dh de R d3R, on a dit que c'est tds, plus l'intégrale de h dB, donc ça c'est dans le travail électrique qui intervient dans du, donc ça c'est du. Et puis eh bien, on a la différentielle de BH, donc c'est moins BDH moins l'intégrale de HDB. Donc ces termes se simplifient, et donc finalement dg c'est CH dt plus lambda moins PDH. Donc dg est égal à CH dt plus l'intégrale de lambda moins B dH sur tout l'espace. Donc si on écrit ds est égal à ch sur t fois dt plus l'intégrale de lambda sur t fois dh d3r, et dg donc est égal à ch fois dt plus l'intégrale de lambda moins b dh d3r. Donc comme les différentiels ds et dg sont des différentiels totales, eh bien les dérivées partielles croisées doivent être égales, et donc on doit voir que, par exemple, la dérivée par rapport à h de ch sur t doit être la dérivée égale à la dérivée par rapport à la température de lambda sur t. Et donc ce qui nous donne que 1 sur t fois la dérivée de ch par rapport à h est égal à moins 1 sur t2 fois lambda plus 1 sur t fois la dérivée de lambda par rapport à la température. Donc si on simplifie par t ici, on a cette relation-ci. De la même façon, donc pour la différentielle de g, eh bien on va avoir que la dérivée de ch par rapport à h doit être égale à la dérivée on doit être égal à d lambda sur d rond t moins d rond b sur d rond t, donc ceci étant pris à h fixé. Donc s'identifient ces deux relations, eh bien donc on a vu que la dérivée de ch par rapport à h est égale à moins lambda sur t plus d rond lambda sur d rond t. Les lambda sur d rond t se simplifient, donc on voit simplement que lambda est égal à t, d rond b sur d rond t, à h. Alors je vous rappelle qu'on a h est égal à b sur mu0 moins m, donc ça veut dire que b est égal à mu0 h plus m. Donc si je dérive b par rapport à t à h fixé, eh bien le h va disparaître puisque h est fixé, donc ça va être égal à mu0 fois la dérivée de l'aimantation par rapport à la température, donc toujours à h fixé. Donc on en déduit que lambda est égal à t mu0 d rond m sur d rond t, et si on considère toujours un matériau linéaire, homogène et isotrope, eh bien m c'est égal à qui fois h peut sortir de l'aimantation puisque de la dérivée puisqu'on dérive à h fixé. Donc ce que l'on voit c'est que lambda est égal à t mu0 fois la dérivée de qui, la susceptibilité, fois le vecteur h. Alors ceci va permettre de réaliser ce qu'on appelle une désaimantation adiabatique. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais on change le champ magnétique dans lequel baigne le matériau adiabatiquement, c'est-à-dire sans échange d'énergie avec l'extérieur? Eh bien, ce que l'on voit, c'est que delta Q est égal à 0, puisque pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Delta Q égale à 0.
ça nous dit que CH dt, plus donc l'intégrale de lambda de R fois dH de R d3R est égal à 0. Et donc on en déduit que la variation de H va aboutir à une variation de température telle que dt est égal à moins 1 sur CH fois l'intégrale de mu0 sur T dqi sur dt à H fixé fois H dH. Et donc c'est égal à moins T sur CH mu0 fois l'intégrale de dqi sur dt fois d de h carré sur 2. Donc on a cette relation-là pour la variation de température dt sur t égale moins mu0 sur 2ch dqi sur dt fois le volume fois d de h carré. Donc si l'on considère une substance paramagnétique, eh bien, ce que l'on va montrer tout à l'heure, c'est qu'elle obéit à la loi de Curie, exactement comme les matériaux diélectriques constitués de molécules polaires, c'est-à-dire que Qui va être inversement proportionnel à la température. Autrement dit, Qui va être une fonction décroissante de la température, et donc dqi sur dt est négatif. Et donc ce que l'on obtient ici, en plus particulièrement, c'est que dt carré est égal à A, mu0 sur ch, v d de h carré. Donc cela signifie c'est que si on diminue l'intensité de l'excitation magnétique H, eh bien, on va aboutir à une décroissance de la température dans le milieu. Alors ceci permet en pratique de réaliser ce qu'on appelle des réfrigérateurs à dilution, des réfrigérateurs à désaimantation adiabatique qui fonctionnent selon le procédé suivant. Donc c'est un cycle de fonctionnement qui est très similaire au cycle de Carnot, dans lequel on va faire des successions d'échanges de travail adiabatique avec des échanges de chaleur avec une source chaude et une source froide. À ceci près que les échanges de travail dans le cycle de Carnot normal se font à l'aide de travaux mécaniques par un piston, alors que ici, eh bien, on va faire des échanges de travail électrique grâce au champ magnétique et aux sources de courant. Alors, imaginons qu'on ait un système à une température T1, que l'on veut maintenir à cette température basse, et donc on dispose d'une source chaude T2. Donc on ait un champ magnétique faible, H1, à la température T1, et la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va augmenter le champ magnétique H1 à une valeur H2. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la température du système va augmenter, d'après cette loi-ci, si cette transformation est adiabatique, et on va ensuite mettre en contact le système avec la source chaude à température T2. Donc ça va aboutir à un refroidissement de la substance magnétique. Et ensuite, on va abaisser le champ magnétique jusqu'à atteindre une température plus basse que T1. Et donc ensuite, on va équilibrer la substance magnétique avec le système que l'on veut refroidir. Et donc, ils vont s'équilibrer. Donc, on va absorber de la chaleur depuis la substance T1. Donc, de cette façon-là, on a extrait de la chaleur du système à la température que l'on veut maintenir à la température T1. Et on l'a rendu à la source chaude à la température T2. En utilisant ces systèmes, en fait, c'est très performant puisque les températures les plus basses atteintes en laboratoire pour un système macroscopique ont été obtenues à l'université d'Aalto en Finlande en 2000, et à ce moment-là, ils ont obtenu une température de 100 picokelvin, ce qui, je crois, est le record mondial à ce jour de température pour des systèmes macroscopiques.